Nous avons des pratiques agricoles qui vont être promotrices de la régénération du milieu, c'est-à-dire en gros, elles vont s'insérer dans un cycle naturel. Et on a des actions agricoles, des pratiques agricoles qui vont casser des cycles à la parcelle, que ce soit dans les sols ou au-dessus des sols. Le sol, nutrition, santé de la plante. Le paysage, régulation du climat, régulation de certains ravageurs. Et au milieu de tout ça, nous avons notre agriculture. Et il y a une interaction permanente entre les pratiques agricoles, l'état des sols et des paysages. Quand je mets des insecticides dans mon sol, alors c'est plus autorisé en France, mais c'est autorisé dans d'autres pays, que je mélange à mon sol, je détruis une très grande partie de la biodiversité, et ça, c'est une perturbation chimique majeure. Je dois l'arrêter. Alors bonjour à tous pour ces nouveaux formats que je vais faire régulièrement, on verra. Euh, L'idée, c'est ici de pouvoir parler de sujets un peu sociétaux, de sujets divers, techniques ou scientifiques, et voilà, de passer un petit temps ensemble pour éclaircir certains sujets qui peuvent être soit d'actualité, soit très structurels sur les questions d'environnement, en relation avec l'agriculture, des fois pas que, mais surtout en relation avec l'agriculture. La première chose que j'aimerais aborder pour ce premier épisode, c'est qu'est-ce que l'agriculture régénératrice? Et avec une question qui revient souvent, est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que l'agriculture régénératrice est un terme qui a été inventé par les industriels pour pouvoir passer une agriculture entre guillemets chimique et la transformer, la verdir en agriculture durable? Et donc, ce sont des questions assez profondes parce que si cette hypothèse est vraie, ça veut dire qu'en fait, nous n'allons pas résoudre des problématiques environnementales avec ces dynamiques qui peuvent relever de l'agriculture dite régénératrice. Mais si cette hypothèse est fausse, ça veut dire qu'on est en train de jeter l'opprobre sur une volonté positive de la part notamment des acteurs privés qui sont très structurels. Aujourd'hui, des grands acteurs de l'alimentaire, des grands acteurs de la cosmétique sont en fait les acheteurs majeurs des biens et produits agricoles aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et donc, si cette dynamique est positive, sincère et réelle, eh bien, il faudrait mieux la supporter plutôt que d'émettre des doutes. En même temps, le doute est sain. Et le doute permet d'aller vers toujours de l'amélioration continue. Encore faut-il qu'il soit constructif. Et donc un doute constructif, c'est est-ce que finalement le monde n'est pas en nuances de couleurs et pas blanc ou noir? Il n'y a pas du greenwashing ou une posture environnementale exceptionnelle et parfaite. Il y a peut-être un éventail autour de ce qui va relever de cette dynamique agriculture régénératrice qui est de plus en plus sur toutes les lèvres. Et d'ailleurs, qu'on l'on soit de la partie agricole ou qu'on soit un citoyen un peu profane, on commence à avoir de ci, de là des publicités qui parlent de régénération. Alors, l'agriculture régénératrice, pour comprendre l'historique, notamment en Europe et en France, c'est Danone qui a amené ça des États-Unis il y a à peu près 6-7 ans. À l'époque, le président directeur général de Danone était Emmanuel Faber. Et donc, Danone était un groupe international. Il travaillait aux États-Unis. Et aux États-Unis, l'agriculture régénératrice, c'est un peu ce qu'on a appelé en France pendant des années l'agroécologie. Alors, les Américains sont quand même meilleurs que nous en marketing. L'agriculture régénératrice, finalement, c'est le produit final de certains modes de production. L'agroécologie, ça fait plus scientifique. Ça fait plus discipline scientifique et technique, mais c'est vrai que ça ne dit pas vraiment ce que ça fait. Et donc, ce qui est intéressant avec ce concept d'agriculture régénératrice, on parlera de ses fondements, c'est que l'agriculture régénératrice vise à faire quoi? Régénérer un milieu. Donc, régénérer peut-être les sols, régénérer les paysages, régénérer que sais-je. Donc, ce concept d'agriculture régénératrice est très intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a une agriculture qui va produire, le volet agriculture, agricole,
On a quand même besoin d'avoir des produits alimentaires pour pouvoir remplir nos frigos et se nourrir tous les jours. Et le côté régénératif, c'est-à-dire une action de restauration du milieu grâce à peut-être certaines pratiques agricoles. Et c'est bien ce qui se passe. Nous avons des pratiques agricoles qui vont être promotrices de la régénération du milieu, c'est-à-dire en gros, elles vont s'insérer dans un cycle naturel. Et on a des actions agricoles, des pratiques agricoles qui vont casser des cycles à la parcelle, que ce soit dans les sols ou au-dessus des sols. Et là, on va avoir un côté un peu destructeur de ce qu'on appelle les itinéraires culturaux en agriculture. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'il y a du bien ou du mal, c'est est-ce qu'on est en train d'évoluer, est-ce que la science nous permet de mieux comprendre ce qui va régénérer et ce qui ne va pas régénérer, et est-ce que en choisissant délibérément que des pratiques qui vont régénérer, on va maintenir les rendements et la qualité, parce que derrière l'agriculture, il y a des systèmes alimentaires, des réseaux de distribution qui nous permettent de nous nourrir. Alors, ce qui est bien, c'est que déjà la réponse est oui. Il y a des pratiques agricoles qui, globalement, vont favoriser la productivité et la régénération du milieu ou son maintien en même temps. L'agriculture régénératrice ou l'agroécologie, finalement, peut se résumer à des choses assez simples. Nous avons des plantes cultivées ou des animaux qui sont élevés dans un milieu. On peut synthétiser ce milieu à des sols et des paysages. Le sol, c'est littéralement l'intestin de la plante. C'est là où la plante va loger ses racines, mais les racines, c'est une partie constitutive de la plante. La plante ne peut pas digérer à l'intérieur, n'a pas d'intestin interne. Donc la plante, elle fait quoi? Elle va émettre des sucs, des sucres, un certain nombre de composés autour de ses racines qui va stimuler la microbiologie des sols. Et cette microbiologie des sols va dégrader l'humus des sols, les roches, etc. pour fournir des éléments nutritifs à la plante. Littéralement, le sol est l'intestin de la plante, puisque la plante n'a pas d'intestin. C'est le pourtour de la racine qui constitue l'intestin de la plante. D'ailleurs, une racine, ça représente finalement un intestin inversé. Les poils racinaires sont à l'extérieur, mais ils sont pleins de villosité et d'interfaces, tout comme un intestin à l'intérieur est plein de villosité et d'interfaces pour pouvoir capter un maximum de nutriments de la nourriture qu'un mammifère comme nous va ingérer. Le sol, intestin de la plante, est comme tout intestin, promoteur de l'immunité. Donc le sol joue un rôle important, que ce soit pour les végétaux cultivés ou pour n'importe quel type de végétaux. C'est un milieu qui favorise la nutrition et la santé au travers de l'interaction avec la biodiversité qui vit dans ce milieu. Et donc, la régénération par l'agriculture des sols, ce sont des pratiques agricoles qui doivent venir nourrir les sols avant de nourrir la plante. On en reparlera. Deuxième milieu sur lequel nous devons travailler, c'est le deuxième, le paysage. Le paysage, c'est quoi? Ce sont les végétaux et la composition, l'architecture de ces végétaux dans un écosystème donné. Donc nous allons voir quoi? Les arbres, les forêts, les bosquets, les haies, les fossés, les bandes enherbées, les chemins, qui sont en fait les espaces non cultivés. Et donc, l'interaction entre le champ et ces espaces non cultivés est majeure. Le paysage va jouer un rôle sur le microclimat, c'est-à-dire que si vous densifiez la quantité de végétaux dans un environnement, et notamment les arbres, vous allez irriguer l'atmosphère. C'est un concept peu connu, mais en fait, les arbres, comme tous les végétaux, transpirent. Nous, en tant qu'humains, on a le cœur qui fait circuler le sang. Le végétal n'a pas de cœur. Et donc, il n'a pas de système nerveux d'ailleurs. Donc le végétal va faire circuler la sève par un phénomène finalement de succion entre un milieu plus ou moins humide et un autre milieu qui va être aussi plus ou moins humide. Donc en gros, la plante, au niveau de ses feuilles, toutes les plantes vont ouvrir des organes qu'on appelle des stomates. C'est comme si on ouvrait les fenêtres. On va avoir une évaporation d'eau et donc ça va tirer la colonne d'eau depuis le sol. C'est ce qu'on appelle en fait la sève brute qui va ensuite... Donc c'est de l'eau, donc l'eau permet de faire la photosynthèse en captant l'énergie du soleil. Et après, la plante va donc fabriquer des sucres et la sève va redescendre vers les racines, ce qu'on appelle la sève élaborée. Mais en fait, il y a un phénomène d'évapotranspiration. Ce phénomène d'évapotranspiration est très intéressant. Il permet la circulation de la sève, mais il permet aussi d'irriguer l'atmosphère puisque l'eau est évaporée par les feuilles.
Et donc, plus j'ai de végétaux, plus j'ai d'humidité dans l'air. Plus j'ai d'humidité dans l'air, plus j'ai des chances de fabriquer des nuages, mais plus aussi je vais tempérer, hein, puisque l'eau est un régulateur thermique. Et donc, je vais avoir moins d'écart de température. Je vais faire de la rosée le matin et l'été, en plein mois d'août, la seule chose qui permet aux insectes de s'abreuver, ça va être la rosée du matin. Donc, elle est très importante, mais elle permet aussi de tempérer à certains égards les écarts de température entre le matin, l'après-midi, le soir, etc. Microclimat, irrigation de l'atmosphère par les infrastructures, l'architecture du paysage, et également un autre phénomène, c'est-à-dire que les plantes sont aussi des habitats pour des insectes. Ils peuvent être des habitats pour des insectes nuisibles pour les cultures, mais aussi beaucoup pour des insectes qui ne sont pas nuisibles, qu'on appelle les auxiliaires de culture. Ces auxiliaires de culture viennent se loger souvent dans les éléments ligneux, donc les arbres, etc., dans ce qu'on appelle la strate herbacée, c'est-à-dire les tapis d'herbe qu'on peut retrouver en pourtour des champs qui sont stables, parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui font leur cycle en partie dans le sol ou en partie dans l'écorce des arbres ou dans les éléments ligneux, donc le bois. Et donc, on a besoin, à un moment donné, de ces espaces qui vont constituer des habitats. On a également l'ensemble des plantes en pourtour de champs qui peuvent produire des fleurs et donc du nectar. Et donc, parmi les insectes auxiliaires de culture qui aident en fait à réguler les ravageurs des cultures dans nos champs, ils ont besoin de ce nectar et de ce pollen pour pouvoir vivre, et notamment au stade adulte. Donc, plus j'ai de fleurs dans un environnement, plus je produis de nectar, plus je reproduis des pollinisateurs primaires et secondaires qui aident mes cultures. Et donc, vous voyez, cette interaction, en plus du microclimat, l'environnement paysager travaille sur les régulations, on va dire, interspécifiques entre les insectes nuisibles et les insectes bénéfiques, que sont les pollinisateurs et les pollinisateurs secondaires qui ensuite vont souvent, en partie dans leur stade, consommer des pucerons, consommer certains ravageurs. Donc le sol, nutrition, santé de la plante, le paysage, régulation du climat, régulation de certains ravageurs. Et au milieu de tout ça, nous avons notre agriculture. Et il y a une interaction permanente entre les pratiques agricoles, l'état des sols et des paysages. On peut constater par exemple, sur une zone comme la Picardie, où énormément de haies ont été arasées, on n'a que des champs très ouverts, c'est le cas aussi du Midwest américain, c'est le cas de plein de zones. Et bien là, en fait, la strate paysagère est déstructurée. Et donc, il va falloir reconquérir la santé du paysage, finalement, dans ce type d'espace. Et ça va être long, et ça demandera des investissements, et ça demandera des choix stratégiques qui, des fois, dépassent la simple exploitation agricole. Et donc, on a des politiques publiques qui sont en faveur de la replantation de haies aujourd'hui. Mais on voit bien que ce n'est pas simple. Mais donc, l'agriculture régénératrice doit travailler sur cette composante paysagère. Malheureusement, comme c'est compliqué de travailler sur le paysage, on va d'abord travailler sur autre chose, qui va être les sols. Et donc, les fondements de l'agroécologie et de l'agriculture régénératrice, c'est souvent travailler en priorité sur la santé des sols. Et donc, passer un peu de temps là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement important. Les sols sont à la fois un facteur de nutrition et de santé pour nos plantes cultivées, mais aussi un régulateur climatique, puisqu'il va stocker du carbone sous la forme d'humus. Il y a la moitié, voire plus, de la biodiversité terrestre à l'intérieur des sols. C'est phénoménal. Donc, ça veut dire qu'une richesse de biodiversité et de fonctions pour les écosystèmes réside dans les sols. C'est d'autant plus important de les préserver. Et donc, qu'est-ce que la régénération des sols ? C'est tout simplement mettre en place des pratiques agricoles qui ne vont pas détruire la biodiversité des sols, qui rend des services à la plante. Et donc, c'est là où on rentre dans l'interdépendance. Si je fais des choix de pratiques agricoles qui favorisent la diversité biologique de mes sols, je récupère en retour, moi, agriculteur, de la santé pour ma plante et de la nutrition naturelle, gratuite, entre guillemets. Alors, rien n'est jamais gratuit. Pour avoir plus de nutrition naturelle et plus de stimulation des défenses immunitaires de mes plantes cultivées, je dois construire ce statut biologique. Et donc, je dois investir dans quoi ? La matière organique de mes sols, dans l'humus nourricier de mes sols. Ça se fait de plusieurs manières. Apport de matière organique qu'on connaît, les composts, les fumiers, etc., qui est une première pratique importante, mais qui n'est pas la seule. On peut aussi planter des couvertures végétales que l'on va restituer intégralement au sol, et donc la partie racinaire et la partie aérienne de ces plantes va aussi s'intégrer au sol et va permettre de pouvoir enrichir le sol en humus, souvent pas très stable, mais ça va être un humus qui va nourrir l'activité biologique des sols
à l'année ou sur 2 ans ou sur 3 ans. Mais si je le répète tous les ans, de façon systématique, je vais avoir donc une alimentation, un apport, un bol alimentaire à ma biodiversité des sols. Alimenter la biodiversité des sols, si j'en veux, c'est indispensable. Et donc, il va falloir apporter 15 à 20 tonnes de matière sèche végétale en équivalent pour pouvoir nourrir l'activité biologique de mes sols. Et donc, je vais adapter mes rotations de culture, je vais adapter ce qui se passe dans l'interrang de ma vigne, je vais adapter ce qui se passe dans l'interrang de mes arbres, etc., etc. Tout ça, c'est un sujet technico-technique qu'on n'abordera pas là, mais qui montre aussi qu'il y a une ingénierie derrière pour pouvoir combiner correctement plantes cultivées et plantes non cultivées destinées à nourrir les sols. Ensuite, on a un phénomène important qui est la perturbation que je peux appliquer à mon sol. Quand je passe une charrue, quand je passe un outil de travail de sol dans mon sol, je perturbe le milieu. Mes lombrics, ils vivent dans la porosité de mon sol, ils fabriquent des galeries. Quand je passe un outil de travail de sol, je casse tout ça, il doit les refabriquer. Si je lui casse tout ça et que je crée une semelle, une sorte de zone de compaction dure à 20 cm, et que mon ver de terre est en dormance à 1 mètre de profondeur du sol, quand il remonte au printemps pour revenir entre guillemets à la vie, puisque beaucoup d'insectes et d'êtres vivants du sol se mettent en dormance quand il fait trop froid, trop sec, eh bien il n'y arrive pas parce qu'il est bloqué, parce que le sol est compacté, etc. Donc le travail de sol, c'est la perturbation mécanique des sols. Il faut la réduire au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter complètement, même si moi je suis pour aller vers des itinéraires et des pratiques culturales où on va l'éviter le plus possible. Si j'alimente bien mon sol en matière organique, je vais pouvoir travailler un peu mes sols. Ça ne va pas non plus les détruire complètement parce que j'alimente correctement la diversité biologique de mes sols. Ceci dit, je dois limiter cette perturbation mécanique et donc je vais choisir des outils, par exemple, qui ne vont pas être animés. Je vais choisir des outils qui ne vont pas forcément aller en profondeur ou des outils qui vont retourner les sols. Donc ça, c'est un facteur important, limiter la perturbation mécanique alors que j'ai augmenté le bol alimentaire pour alimenter la faune de mon sol. Et également, je vais limiter la perturbation chimique. Quand je mets des fongicides et que les fongicides empêchent les champignons bénéfiques de mon sol de se développer, c'est un problème. Quand je mets des insecticides dans mon sol, alors c'est plus autorisé en France, mais c'est autorisé dans d'autres pays, que je mélange à mon sol, je détruis une très grande partie de la biodiversité, et ça, c'est une perturbation chimique majeure, je dois l'arrêter. Donc, réduction des perturbations chimiques, réduction des perturbations mécaniques, augmentation de l'alimentation en matière organique, c'est comme si j'augmente les calories quotidiennes que j'envoie dans mon sol pour pouvoir promouvoir la biodiversité, donc je régénère les sols. Donc vous voyez derrière ces petits apports que derrière le mot régénération, il y a une science, il y a des techniques. Effectivement, je peux dire que je fais de l'agriculture régénératrice et ne pas faire tout ça, mais bon, au bout d'un moment, ça va se voir. Et c'est pour ça que dans la dynamique agriculture régénératrice mise en place, que ce soit par le secteur parapublic ou le secteur privé, on va chercher ce type de pratique-là. Et aujourd'hui, on a des mesures qui permettent de prouver que tout ça est vrai. On a des mesures qui permettent d'aller dans le bon sens. On a des mesures aussi qui permettent d'évaluer si la qualité des sols augmente à la vitesse à laquelle on le souhaite ou pas. Et on a également des mesures qui permettent de dire, OK, l'ensemble des pratiques que tu as va pouvoir permettre d'aller vers une meilleure santé des sols de façon rapide, moyenne ou lente. Et donc, c'est ça qui est mis en place dans les projets. De façon personnelle, mes équipes mettent en place ce type d'agriculture dans une 20aine de pays. On n'a jamais été empêché de dérouler la feuille de route technique à partir de ce que je viens de vous exprimer. On n'a jamais été bloqué à aucun niveau. Et au contraire, quand on fait des préconisations, même si elles peuvent être complexes, à passer à l'échelle dans certains territoires où ce n'est pas du tout les usages, eh bien, la question, c'est plutôt comment on fait pour y aller, plutôt que de dire, on va réduire nos ambitions. Et donc, on va travailler autour de la régénération des sols et des paysages avec des itinéraires culturaux, sobres en travail de sol, sobres du maximum possible en pesticides et en engrais. Et on a aussi des programmes où on va travailler la régénération avec de l'agriculture biologique. Donc en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a des démarches d'agriculture biologique régénératrice
alors qu'on pourrait se dire que l'agriculture biologique, c'est presque la fin du chemin. Et en fait, on s'aperçoit que des fois, même en agriculture biologique, on peut dégrader les sols. Par exemple, quand je travaille trop les sols en agriculture biologique et que derrière, je vais mettre des engrais organiques, mais pas forcément des amendements organiques où j'amène les couverts végétaux, où j'amène des fumiers avec de la paille, etc., mais je peux être en déficit de matière organique et en excès de mécanisation, et donc je peux dégrader le sol alors même que je suis en agriculture biologique. Donc la question fondamentale, c'est pas tant de se dire est-ce que je suis bio ou pas bio, même si dans la grande majorité des cas, les agricultures biologiques ont des sols qui se portent mieux et qui sont beaucoup plus fertiles qu'en agriculture dite conventionnelle, tout simplement parce qu'en fait, pour produire en bio, j'ai besoin de pouvoir avoir une richesse en matière organique et en humus. Sinon, mes sols ne sont pas productifs et donc je n'ai pas la performance escomptée et donc je ne peux pas tirer de revenus de mes champs. Mais on a également une vaste majorité d'agriculteurs qui n'est pas en agriculture biologique, qui peut améliorer l'empreinte environnementale de ces pratiques agricoles grâce à cette dynamique agriculture régénératrice qui vient mettre le focus sur la santé des sols. De plus en plus, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place à notre niveau, la santé des paysages qui est pas assez promue et qu'on va pouvoir travailler avec de l'agroforesterie, avec la restructuration du maillage de haies, avec la mise en place de bandes fleuries, etc. Et donc qui est tout aussi importante que la santé des sols. Mais c'est vrai qu'il faut commencer quelque part. Donc première des priorités, santé des sols. Deuxième des priorités, santé des paysages et alignement de l'itinéraire technique. Pour faire quoi? Une agriculture qui produit, on en a besoin, et une agriculture qui protège. Et donc il est tout à fait possible aujourd'hui d'allier environnement, productivité agricole et rentabilité pour l'agriculteur. Donc l'agriculture régénératrice est par essence une dynamique positive qui peut donner lieu à du greenwashing de ci, de là, mais qui globalement vient apporter des objectifs et une vision à l'agriculture conventionnelle industrielle qui est très positive pour l'environnement, par la régénération des sols et, je l'espère demain, de nos paysages.